Donc bonjour à toutes et tous, merci d'être ici pour cette séance dont le titre est, peut-être qu'il est trompeur, démystifier le quantique. Je m'appelle Thierry Bonhomme, moi je suis un ancien cadre dirigeant, je ne suis pas un physicien. Par contre j'ai été ingénieur et je suis à l'Académie des technologies, un des co-animateurs du rapport qui a été publié en mai 2025 sur l'ordinateur quantique tolérant aux fautes. Donc FTQC, c'est pas le NISC, c'est pas les quantum annealers, c'est pas de la simulation, c'est du FTQC, ordinateur à porte tolérant aux fautes. Bonjour à tous, moi je m'appelle Étienne Klein, je suis directeur de recherche au CEA. Je ne travaille pas sur l'ordinateur quantique, mais avec Thierry, on s'est réparti la tâche de la façon suivante. Moi, pendant une dizaine de minutes, je vais raconter comment est née la physique quantique et comment elle a permis d'envisager assez récemment finalement un autre, nouveau type d'ordinateur, l'ordinateur quantique. Et ensuite, Thierry racontera quelles sont les pistes de recherche qui sont suivies pour éventuellement parvenir à en fabriquer un. Qu'est-ce qui pourrait faire que les ordinateurs classiques ne font pas? Et comme nous sommes en février 2026, c'est exactement les 100 ans de la naissance de la mécanique quantique, au sens où c'est en février 1926 qu'un physicien autrichien qui s'appelait Erwin Schrödinger a publié son équation, l'équation de Schrödinger qui décrit, en tout cas c'est l'idée qu'il avait en tête, le comportement des électrons dans les atomes. En fait, Schrödinger, à l'époque, il vivait à Zurich. Il était professeur à l'école polytechnique, au même poste qu'Einstein auparavant. Et en 1925, il allait pas très bien, psychiquement. Il avait l'impression d'avoir raté sa vie de chercheur, il n'avait pas publié grand-chose. Il avait lu l'intégralité de l'œuvre de Schopenhauer, et on sait que c'est pas très bien pour doper le psychisme. Et il est parti en vacances pendant l'été dans les Alpes pour réfléchir, notamment à ses travaux philosophiques, parce qu'il faisait aussi beaucoup de philosophie. Et il a écrit un petit livre pendant ses vacances qui s'appelle Quête de chemin, où il revient sur son parcours, sur son rapport à la science, sur le déclin de la civilisation occidentale, sur plein de choses bizarres, notamment sur l'unité de la conscience. Et quand il rentre de vacances et qu'il se retrouve à son poste à Zurich, il apprend qu'un physicien français qui s'appelle Louis de Broglie a soutenu une thèse à Paris en 1924 qu'il va lire. Et dans cette thèse, de Broglie fait l'hypothèse que à l'électron, qui est considéré comme un corpuscule, comme un grain de matière, doit être associé à une onde. Voilà. C'est ce qu'on appellera la dualité onde-corpuscule. Et Schrödinger va retrouver le goût pour la recherche parce qu'il va absolument trouver l'équation différentielle qui pilote la fonction d'onde associée à l'électron. Et avant les vacances de Noël, il demande à sa femme, à son épouse, l'autorisation de partir à Arosa, en Suisse, dans une station de ski qui s'appelle donc Arosa, dans les Grisons. Il demande à sa femme l'autorisation de partir avec l'une de ses maîtresses. Et sa femme est d'accord. Donc il passe 15 jours là-bas. Et le 3 janvier 1926, il écrit une lettre à Hermann Weyl, le grand mathématicien, qui était l'amant de sa femme d'ailleurs, une lettre dans laquelle il dit qu'il a trouvé l'équation de Schrödinger à l'issue d'un épisode érotique fulgurant et tardif. Voilà. Donc ça, c'est la naissance de la physique quantique. Il faut savoir que quelques mois avant, un physicien allemand qui s'appelle Heisenberg avait publié un travail qui avait beaucoup dérouté les physiciens de l'époque, parce qu'il s'intéressait non pas à ce que sont les atomes, mais à ce qu'ils font. Et il avait élaboré un formalisme qu'on appelle la mécanique des matrices, où il utilisait des tableaux de nombres qui permettaient de comprendre les transitions que subit l'électron dans un atome quand il passe d'un niveau d'énergie à un autre en émettant de la lumière. Et cette mécanique des matrices troublait beaucoup Einstein et beaucoup d'autres qui pensaient que c'était abstrait, c'était des concepts qu'ils maîtrisaient mal à l'époque. En plus, les matrices, ça ne commute pas quand on les multiplie. Et le fait que Schrödinger publie son équation, ça les a rassurés parce que du coup, l'atome devient une sorte de violon sphérique. C'est une sorte de violon, il y a des cordes vibrantes, et quand l'électron passe d'un niveau d'énergie à un autre, il faut imaginer que la corde vibrante change sa fréquence et passe continuellement d'un niveau d'énergie à un autre. Et puis assez rapidement, Schrödinger, aidé par un physicien anglais qui s'appelle Paul Dirac, montre que
l'approche de Heisenberg, la mécanique des matrices, et puis celle de Schrödinger, en fait, sont mathématiquement très différentes, mais physiquement équivalentes. C'est-à-dire elles permettent de prédire exactement les mêmes résultats. Et un peu plus tard, un physicien assez génial qui s'appelle von Neumann, hongrois, va publier un livre incroyable. Il a 29 ans à l'époque. Il écrit un livre qui s'appelle Les principes mathématiques de la physique quantique, dans lequel il va comprendre que finalement la physique quantique, elle s'appuie sur ce qu'on appelle le principe de superposition. C'est-à-dire qu'on définit les particules par leur identité. Un électron, c'est un électron. Tous les électrons ont la même masse, la même charge électrique, le même spin. Ils sont identiques pour ce qui est de leur nature. Par contre, ils peuvent être dans des états physiques différents, avoir des positions, des vitesses, des énergies qui sont différentes. Et ce qu'on appelle l'état d'une particule, c'est l'ensemble des propriétés qui peuvent varier d'une particule à une autre identique. Et le principe de superposition, il dit une chose toute bête qui est empruntée à la physique des ondes, c'est qu'on peut ajouter les états les uns aux autres. Pour donner un exemple, si un électron peut être dans l'état A, par exemple ici, ou bien dans l'état B, là, le principe de superposition dit qu'il peut être également dans l'état A plus B, la somme des deux états. Et la question c'est, quelle est la position de l'électron quand il est dans l'état A plus B? Et la physique quantique répond, il n'a pas de position. Il n'est pas entre les deux, il n'est pas un peu là, un peu là. Tant que la position de l'électron n'a pas été mesurée lorsqu'il est dans l'état A plus B, sa position n'est pas définie. Étienne, j'ai le droit de te poser une question, oui. Parce que ça va m'être utile quand on parlera d'ordinateur quantique pour qualifier le qubit. Les petits a et petits b dont tu parles, c'est pas des réels, c'est des complexes. Oui. Et qu'est-ce que ça représente dans leur valeur absolue? C'est quoi? Alors en fait, ce que comprend von Neumann, c'est que A et B, il va falloir les sortir du monde physique pour les mettre dans un espace abstrait qu'on appelle un espace vectoriel. Parce que les vecteurs, ils ont la propriété... La somme de deux vecteurs, c'est un vecteur. D'accord? Et donc un espace vectoriel, c'est un ensemble de choses qu'on peut ajouter les unes aux autres et qui gardent la même nature en s'ajoutant. Et donc l'état d'une particule, ça va être un vecteur d'état, A ou B, un vecteur. Et ces vecteurs ont la propriété de s'ajouter les uns aux autres sans changer de nature. Et donc quand l'électron est dans A plus B, si je fais une mesure de sa position grâce à un appareil qui mesure les positions, j'ai une chance sur deux de le trouver dans A et une chance sur deux de le trouver dans B. Et ça, c'est bizarre parce que dans la vie de tous les jours, une mesure, une opération de mesure, c'est une sténographie. Quand un radar flash votre voiture et indique sa vitesse, c'est pas le fait que votre vitesse a été mesurée qui a créé votre vitesse. Vous aviez une vitesse et le radar l'a enregistrée. Il n'a pas créé la proposition ou la propriété qu'il a mesurée. Or là, on a l'impression que la mesure change l'état du système. C'était A plus B, ça devient A ou B. Et donc la mesure n'est plus un enregistrement, c'est une action qui change l'état du système. Et la plupart des physiciens, Einstein en tête, disent mais ça ne va pas du tout. Si je trouve A, quand je fais la mesure de la position de l'électron, c'est que l'électron, avant la mesure, était déjà dans cette position. La mécanique quantique me dit non, il était dans A plus B. C'est la preuve que la mécanique quantique est incomplète. Il lui manque des informations. Et donc ils vont inventer la notion de paramètres cachés, des paramètres qu'on ne connaît pas, mais si on les connaissait, on pourrait savoir à l'avance et à coup sûr quel résultat donnerait la mesure de la position de l'électron. Ce serait A ou B et on pourrait le savoir à l'avance. Autrement dit, les probabilités qu'utilise la mécanique quantique sont des probabilités qui sont liées, d'après eux, à notre méconnaissance des détails fins du système. Si on les connaissait, on n'aurait plus besoin de probabilités. D'accord ? Après, c'est une longue histoire que je ne vais pas raconter entièrement, mais en gros, il va y avoir pendant des décennies une controverse là-dessus entre Einstein et Bohr. Bohr dit non, la physique quantique permet de prédire les bons résultats des mesures, elle est complète. Einstein dit non, elle nous fait perdre la possibilité de décrire le réel, donc elle est incomplète. C'est des postures philosophiques qui s'affrontent.
Et à chaque fois que Einstein trouve un argument contre la mécanique quantique en 1927, à chaque fois qu'il rencontre Niels Bohr, notamment à Bruxelles, au Conseil Solvay, Bohr trouve un contre-argument. Et Einstein finit par partir aux États-Unis, comme vous savez, en 1933, à Princeton. Et là, il va publier un article incroyable avec deux collègues qui sont Podolsky et Rosen, l'article EPR, qui est l'article le plus cité de toute l'histoire de la physique. Et c'est un article dans lequel il n'y a pas de référence. Donc l'article le plus cité de l'histoire de la physique est le seul article qui ne contienne pas de référence. Bon. Et là, il va avoir le génie de passer d'une situation où une particule est mise en jeu à une situation où ce sont deux particules qui sont mises en jeu. Et ce que montre ce papier, c'est que si on considère la physique quantique comme complète, alors elle autorise des situations tellement incroyables que Einstein ne les croit pas possibles. Et donc il dit, comme elles ne sont pas possibles, d'après moi, c'est la preuve que la physique quantique est incomplète. Il lui manque des informations. Bohr va répondre un mois plus tard, dans la même revue, avec un article qui porte le même titre que l'article d'Einstein. Est-ce que la mécanique quantique peut être considérée comme complète? Einstein répond non. Niels Bohr pose la même question et répond oui. Et ça va rester un débat philosophique pendant très longtemps. Et en fait, je vais essayer de résumer l'argument d'Einstein. Prenez deux cartes. Une carte rouge, une carte bleue. Je mélange les cartes à l'abri des regards. J'en mets une sans la regarder dans une enveloppe et je mets l'autre dans une autre enveloppe. Donc je ne sais pas quelle est l'enveloppe qui contient la carte rouge, ni quelle est celle qui contient la carte bleue. Je donne la première enveloppe à Paul, qui part dans l'espace, je ne sais pas où. Je donne la seconde enveloppe à Jules. Il s'en va. Évidemment, ni Paul ni Jules ne connaissent la carte de leur couleur. Mais si Paul ouvre son enveloppe et voit que la carte qu'elle contient est rouge, aussitôt, il connaît la couleur de la carte de Jules. Elle est bleue. Et Jules peut connaître la couleur de sa carte sans ouvrir l'enveloppe. Il suffit qu'il téléphone à Paul. Et si Paul lui dit « ma carte est rouge », Jules connaîtra la couleur de sa carte sans ouvrir l'enveloppe. C'est bien du fait que les couleurs des cartes étaient déterminées à l'avance, au moment où j'ai mis les cartes dans les enveloppes. Et l'incertitude ou la probabilité qu'on évoque, une chance sur deux de trouver rouge ou bleu, est liée au fait qu'on ne sait pas comment ça s'est passé au moment du mélange des cartes. Mais si on le savait, les deux pourraient connaître à l'avance la couleur de leur carte. Ce que montre Einstein, qui lui paraît complètement fou, c'est que la mécanique quantique permet d'imaginer des situations où la carte que je mets dans la première enveloppe, c'est rouge plus bleu, au sens de la superposition. C'est rouge plus bleu. Je donne l'enveloppe à Paul, et Jules, il a aussi une carte qui est rouge plus bleu. Il part. Dans ce cas-là, la couleur de la carte n'est pas déterminée. Si Paul, qui est loin d'ici, ouvre son enveloppe, ça va provoquer ce qu'on appelle une réduction du paquet d'ondes. C'est le A plus B qui devient ou A ou B. Le fait d'ouvrir l'enveloppe va déterminer la carte qu'elle contient. Ça sera soit bleu, soit rouge. Mais c'est l'acte d'ouverture de l'enveloppe qui a déterminé le fait que la couleur de la carte devient déterminée. Et ce que dit la physique quantique, c'est au moment où Paul ouvre son enveloppe, ce qui détermine la couleur de sa carte, aussitôt, sans qu'il y ait transmission d'une information dans l'espace, ça va déterminer la couleur de la carte de Jules. Et donc il y aura une sorte d'intrication à distance à laquelle Einstein ne croit pas. Et en 1964, il y a un physicien qui s'appelle John Bell qui démontre un truc incroyable, qui est que dans certaines situations expérimentales, selon que vous considérez que la physique quantique est complète, ou selon que vous lui ajoutez des variables cachées,
les résultats des expériences ne seront pas les mêmes. Et donc cette question philosophique qui opposait Einstein à Bohr devient une question qu'une expérience de laboratoire peut trancher. L'expérience va être faite, comme vous le savez, par Alain Aspect et d'autres, mais surtout Alain Aspect, au début des années 80, à l'Institut d'optique à Orsay. Et les résultats qu'il obtient montrent que c'est la physique quantique telle qu'elle est, sans qu'on lui ajoute des variables cachées locales, qui permettent de prédire les bons résultats. Et c'est à partir de ce moment-là que la route s'est ouverte pour les ordinateurs quantiques. Merci Étienne. En fait, ce qu'Étienne, sacrée performance en 10 minutes, dit, c'est ce qu'on appelle les deux révolutions de la mécanique quantique. La première, c'est le fait que quand on est dans l'infiniment petit, on est dans un monde discret. Et si c'est un monde discret, on peut avoir deux valeurs. Et si on a deux valeurs, vous pouvez vous amuser à encoder 1 sur la première valeur et 0 sur la deuxième. Avec des choses qui sont très très différentes de ce qui se passe quand on encode 0 et 1 sur du silicium dans le monde réel. La deuxième chose que Étienne a dit, c'est la superposition. Puisque toutes les valeurs d'un qubit dans son espace vectoriel sont possibles, le alpha 0 plus bêta 1 avec alpha et bêta nombres complexes, il est possible, dans l'espace de Hilbert, l'espace vectoriel dont parlait Étienne, et toutes les valeurs sont superposées. Donc si elles existent toutes en même temps, je vais peut-être pouvoir faire des calculs en parallèle. Et vous avez là introduite la notion de parallélisation du calcul sur un ordinateur quantique, même si c'est trop résumé de le présenter de cette façon-là. Le deuxième principe, qui est le deuxième élément de la révolution, c'est ce que Étienne vient de dire sur l'intrication. Et c'est extrêmement important. Il n'y aurait pas d'ordinateur quantique universel sans intrication, parce que l'intrication, c'est le moteur principal de la correction d'erreurs sur un ordinateur quantique universel. Et c'est aussi le moteur principal de la réalisation d'une porte, des portes, pas logiques, des portes logiques qui servent à faire des opérations sur un ordinateur quantique. Donc il faut retenir ça. Ces deux principes-là, superposition, quantification, et de l'autre côté, intrication, sont des principes fondamentaux qu'il faut un peu comprendre quand même pour voir les limites de l'ordinateur quantique, ou en tout cas chercher à le démystifier. Et moi, quand je rentre sur cette notion d'ordinateur quantique, la première chose que je vous demanderais de faire, c'est d'oublier de penser comme on pense un ordinateur classique. Parce qu'un ordinateur classique, ça peut ingérer des données en quantité phénoménale, ça les met dans des registres. Donc un registre, c'est une boîte avec des 0 et des 1. Ça peut les stocker, et le stockage est viable, fiable, peut durer très longtemps. Tous les calculs sont faits par ailleurs dans une petite boîte dans laquelle je mets les additions, les multiplications, les divisions, les portes logiques. Et à la fin, j'ai un résultat, je le mets dans un autre registre, je peux le stocker temporairement ou je peux le stocker longuement. Ça, c'est l'ordinateur classique. Un ordinateur quantique, ça ne fonctionne pas comme ça. Le registre d'un ordinateur quantique, donc vous avez compris, il est composé de 0 et de 1, mais des qubits, l'espace vectoriel 0, 1. Et ce ne sont pas des variables conceptuelles comme le 0 et le 1 de l'ordinateur classique. Ce sont des objets physiques. Un qubit, il correspond, quand on dit 0 et 1, d'une certaine façon, au degré de liberté d'un objet quantique. Ça peut être du spin, le spin d'électrons, ça peut être du spin atomique, ça peut être, je pense, vous savez, les centres NV dans le diamant, ceux qui ont fait de la quantique, là où on peut piéger dans l'impureté que ça crée un électron et on peut jouer avec le spin. Ça peut être la polarisation d'un photon, ça peut être la fréquence d'oscillation d'une horloge LC pour les qubits supra. Donc, pensez qu'un qubit, c'est pas un objet immatériel, conceptuel, c'est un objet physique. Et donc, quand on veut initialiser un registre d'un ordinateur quantique, il faut faire tout un tas d'opérations physiques avec des lasers, avec du micro-ondes, avec des puits de potentiel. Il faut initialiser le registre.
Et ça prend un temps fou. C'est physique, c'est pas du parallélisme, c'est physique et ça prend du temps. Et l'ordre de grandeur de ce que ça prend comme temps, c'est bien sûr lié à la performance du hardware, du qubit qu'on utilise, mais c'est de l'ordre de grandeur de la taille du registre. Si vous mettez n qubits dans un registre quantique, il vous faut n quelque chose pour initialiser le qubit. Donc, premier commentaire sur arrêter de penser données de l'ordinateur classique, il faut penser complètement différemment et ingérer toutes les particularités du quantique. Deuxième élément, Étienne, si je peux, sur la correction d'erreurs. Ça va vous paraître complètement contre-intuitif, mais un qubit, c'est un objet physique de l'infiniment petit qui obéit aux règles de la mécanique quantique qu'a décrite Étienne. Et ces règles, elles sont pures tant que le système quantique il n'interagit pas avec l'extérieur. Sauf que si on veut jouer avec ces qubits, il faut bien qu'on les manipule, il faut changer leur phase ou leur orientation. Et puis ces qubits, ils sont quand même dans un environnement, il peut y avoir de l'air, il peut y avoir de la température, il peut y avoir des vibrations, il peut y avoir du champ magnétique, il peut y avoir encore une fois des particules cosmiques. Et donc on est là dans une contradiction. Le qubit, mon qubit là, quantique, j'aimerais bien l'isoler complètement de tout, mais en même temps j'aimerais bien le manipuler pour pouvoir lui faire des choses. Et bien ça crée des erreurs. Ça crée systématiquement des erreurs. Et c'est pour ça d'ailleurs que dans les ordinateurs dont on dispose aujourd'hui quantiques à base de qubits non corrigés, on parle d'ordinateurs bruités, de NISQ. C'est bruité, ça veut dire qu'on ne peut pas faire beaucoup de calculs, parce qu'à chaque fois que vous passez une porte, si vous faites une petite erreur epsilon, 1 moins epsilon fois moins epsilon fois moins epsilon, si vous le faites 10 fois ou 50 fois, à la fin, votre calcul il est tout faux, et c'est ce qui arrive dans les ordinateurs quantiques bruités. On ne peut pas faire des calculs très en profondeur. Donc deuxième élément qui me paraît fondamental à retenir, c'est cette notion de bruit et de correction d'erreurs qui est nécessaire à la fabrication d'un ordinateur. Oui, Étienne. J'ai une question pour toi. Donc tu as expliqué que les qubits, c'est des êtres physiques. C'est pas des... Voilà, il faut les fabriquer. Alors, il y a plusieurs pistes technologiques qui sont envisagées. Dans le rapport de l'Académie, vous les citez. Ça peut être des atomes, ça peut être des photons, ça peut être différentes sortes de choses qui sont plus ou moins faciles à réaliser. Voilà. Mais ensuite, comme tu l'as expliqué, il faut être capable de les faire interagir entre elles, ces choses, de les intriquer. Et là, il y a peut-être des technologies qui rendaient les qubits faciles à faire, mais qui correspondent à des situations où ils sont difficiles à intriquer. Donc quand on met ces deux contraintes ensemble, il faut les fabriquer et il faut les intriquer. Est-ce que parmi les pistes qui sont évoquées, il y en a une qui semble plus facile que les autres ? Alors c'est un point très important, ce que dit Étienne sur cet objet physique dont on encode en 0 et 1 degré de liberté de son quantum de quelque chose, speed, etc. C'est un peu un reproche qu'on a fait à notre rapport sur ce chapitre-là. On a, grâce à la contribution d'un Olivier Ezrati, que vous connaissez peut-être, qui nous a beaucoup aidé à fabriquer cette partie-là du rapport, on a d'abord listé toutes les technologies, y compris celles qui sont en devenir. Peut-être que là, tu nous en diras un mot, mais moi, j'y comprends que dalle. Ce qu'on appelle les états de Majorana et les qubits topologiques. Donc Microsoft a pas mal communiqué il y a quelques semaines là-dessus. C'est très prometteur. Pourquoi c'est très prometteur ? Parce que c'est des qubits qui, intrinsèquement, corrigent les petites variations d'amplitude et de phase. Donc ils sont auto-corrigés. Ce que font, entre parenthèses, ce qu'on appelle les qubits de chat, sur les qubits supraconducteurs, qui savent automatiquement, j'allais dire, corriger les petites variations sur l'amplitude, ils ne savent pas corriger la phase. Donc il faut quand même avoir un système pour corriger. Mais alors, dans les qubits, les races de qubits, vous avez les ions piégés. Bon, donc vous mettez un ion dans un puits de potentiel, et puis vous le faites interagir avec de l'énergie, et il monte plus ou moins haut, et puis on essaye de faire en sorte qu'il ne sorte pas de son puits. Donc ça, ils sont extrêmement stables. Donc ils ont des temps de cohérence qui sont de plusieurs secondes. Le défaut de ça, c'est que pour appliquer des portes quantiques là-dessus, c'est un peu long.
Donc si vous avez besoin de faire tourner 10 puissance 14 opérations très vite, c'est peut-être pas ça qu'il faut tout de suite. Il y a sûrement des progrès qui arriveront. Ion piégé. Deuxième, et on a une petite boîte française qui s'appelle Crystal, je crois, mais la grosse boîte, c'est une boîte américaine, s'appelle IonQ, qui est cotée au Nasdaq, qui vaut 20 milliards, entre parenthèses. Voilà. IonQ, et qui vient de faire une annonce, il y a quelques jours, qui dit que d'ici 2030, ils auront un système quantique à 40 000 qubits logiques. C'est un peu de la folie. Je vois qu'il y en a qui connaissent le sujet et qui sourient, mais bon, c'est une promesse. Mais c'est typiquement ce que le rapport de l'Académie des technologies évalue, en disant ça c'est n'importe quoi. Bon. Ion piégé, atome froid. On a une start-up française, enfin une start-up Pascal, Alain Aspect, comme cofondateur avec d'autres. Donc atome froid, donc c'est des atomes qui sont avec 2 états d'énergie très espacés. C'est des atomes de Rydberg, c'est les états de Rydberg. Donc on encode le 1 sur un niveau très haut et le 0 sur le niveau très bas. Troisième technologie, on rentre là-dedans un peu tout ce qui est spin, d'électrons. Et il y a une entreprise ici à Grenoble que vous connaissez bien, Kobli en l'occurrence, qui fait ça. Vous avez aussi une deuxième start-up française qui s'appelle C12 qui fait ça, mais en mettant l'électron dans des petits nanotubes de carbone. Et puis vous avez Alice et Bob qui fait ce fameux qubit supra. Un résonateur LC avec un petit isolant qui fait que le truc... et puis Michel Devoret, bien sûr, qui est l'autre prix Nobel récent en France. Vous avez les qubits topologiques, donc le fameux état de Majorana sur lequel Microsoft travaille, mais ça rend la communauté très perplexe. Et puis les qubits photoniques avec une autre start-up française qui s'appelle Candela. Et avec Pascal Sénélard comme cofondatrice, elle fait un cours que je vous recommande en ce moment au Collège de France sur les techno-qubits. Et alors, je vais répondre un peu comme le rapport l'a fait l'année dernière. Il faut qu'on se mette d'accord sur les critères pour évaluer les technos, parce que c'est pas simplement, c'est pas simplement le nombre de qubits physiques que je peux mettre sur un support qui compte ici. C'est aussi, par exemple, la capacité à les calibrer. Fabriquer des photons qui ont le même niveau de polarisation sans être influencés, c'est pas si simple que ça. C'est un problème d'ingénierie, et c'est la même chose pour tous les sujets. Il y a des technos qui sont plus ou moins aptes à calibrer très vite. Les qubits supra, on peut calibrer très vite, mais c'est beaucoup plus compliqué sur des ions ou des atomes, enfin bref. Et donc, il faut se mettre d'accord sur les critères, et les critères principaux, c'est cette facilité à calibrer, à produire des quantités industrielles de qubits identiques. Identique, ça veut dire que tout leur vecteur d'état, il est identique d'un qubit à un autre. Et ça, c'est pas gagné. Il faut que les qubits, on puisse facilement implémenter dessus des portes quantiques. Et là, en fonction des technologies, c'est pas si simple que ça va plus ou moins vite. Il faut qu'ils soient, j'allais dire, fiables. Et donc là, on adresse le temps de relaxation, c'est-à-dire la perte d'énergie du qubit, et puis le temps de décohérence, c'est-à-dire tout ce qui fait son interaction avec l'extérieur. Et là, les qubits ne sont pas égaux entre eux. Ion, atome froid et centre NV dans le diamant, c'est bien plus stable que qubit supra, qubit photonique. Et puis, il y a ce qu'on appelle les overheads, en fait, tout ce qui est coûteux pour construire un ordinateur quantique, parce que c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, il faut les manipuler, les qubits, c'est des objets physiques. Il faut des pinces laser ou il faut des résonateurs micro-ondes. Et ça, il faut qu'ils interagissent au bon moment. Donc il faut quasiment fabriquer des ASICs qui viennent avec un temps d'horloge donné, dire là il faut aller là, là il faut aller là, là il faut faire ça. C'est monstrueusement compliqué. Donc la réponse moi je dirais, comme l'année dernière, il y a des plus et des moins. Ce que je note simplement, c'est que par rapport, en un an, il y a eu pas mal d'annonces des technos ion piégé, atome froid et supra sur le nombre de qubits et de qubits logiques qui pourraient être fabriqués. Voilà. Mais ça ne veut rien dire. Oubliez-le. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en France, on a 5 startups. Et il y a aussi un programme de soutien de l'État qui s'appelle Proxima pour les soutenir. Et la question, c'est comment est-ce qu'on doit réagir aux effets d'annonce qui sont faits ici ou là, où on nous annonce pour 2030 des ordinateurs quantiques avec 50 qubits. C'est de la folie. Ouais. Et donc,
Parce que les investissements qu'on met dans les différentes technologies sont liés aussi aux effets d'annonce. Donc comment est-ce qu'on peut savoir ce qui est vrai ? Il faut lire le rapport de l'Académie. Donc, vous pouvez le trouver sur le site web de l'Académie. Il faut écouter Étienne et ses podcasts. Enfin, il faut avoir un peu de curiosité. Et c'est ce qui vous explique qu'un vieux bonhomme comme moi soit à peu près, je ne suis pas au niveau, mais je suis à peu près capable maintenant de comprendre. Quand je lis un article dans la presse, grand public ou spécialisé, il faut investir un peu de votre temps. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur scène de l'autre côté. Oui. C'est de l'économie de l'attention, c'est du sens de l'effort. Mais ça, vous pourriez sortir de là avec ça en tête, ce serait génial. Ne croyez jamais ce qu'un article, aussi bien documenté soit-il, peut vous dire. Pensez par vous-même, raisonnez par vous-même, posez-vous des questions. Et pour se poser des questions, il faut comprendre un peu de mécanique quantique. Et puis, il faut comprendre comment fonctionne un ordinateur. Parce que si je rentre un peu dans le détail, et pour dire un mot des algorithmes, à moins que tu veuilles dire un mot de ce sujet-là, mais... Moi, je voulais poser une question plutôt sur... parce qu'on entend beaucoup de choses très contradictoires à ce propos. C'est, imaginons qu'un jour, en effet, et je ne donne pas de date, il y a un ordinateur quantique réel qui fonctionne, et c'est le premier. Qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce que ça va changer ? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire que les ordinateurs classiques ne peuvent pas faire ? Et est-ce que ça va être un bouleversement ou simplement un pas de plus dans la course du numérique ? Alors, merci de la question, parce que c'est bien de me remettre dans le droit chemin. Il faut commencer par parler de ce que c'est censé faire. Donc c'est quoi les besoins qu'on adresse, ou qu'est-ce qu'on peut traiter comme sujet. Et vous allez comprendre qu'il y a là un peu de la construction du mythe de l'ordinateur quantique. Parce que, bon, tu ne l'as pas cité, mais il y a Richard Feynman en 82 qui imagine que la simulation quantique, plutôt que de le faire, de l'encoder dans un ordinateur classique, on ferait mieux de le laisser faire par un système quantique qui modéliserait finalement la situation qu'on veut analyser. Bon, ça c'est le début de l'histoire. Après, il y a eu en 94 Shor, qui a inventé l'algorithme de Shor, et c'est cet algorithme de Shor, si on a un ordinateur quantique tolérant aux fautes, c'est celui qui vient casser les clés RSA. En gros, il est capable, cet algorithme, si on a un ordinateur, et on n'est pas près de l'avoir, de casser en force brute, de trouver les facteurs les facteurs premiers du grand nombre que vous avez. RSA 2048, c'est un nombre de 600 digits. Hein. Bon, donc il faut trouver des trucs à 300 digits. Si vous faites faire ça par un ordinateur classique, c'est le temps de l'univers. Il faut je ne sais pas combien de milliards d'années pour le faire, même avec Frontier. Bon. Donc, le mythe, il commence à se créer autour de ça. Autour du Shor arrive, et on casse toute l'économie mondiale. Et c'est pour ça que les militaires s'en occupent. Et puis le deuxième mythe, ou élément constructeur du mythe, c'est la fin de Leeuwen Moore. C'est qu'aujourd'hui, on est aux 2 nanos sur nos puces CPU. Les GPU font je ne sais pas quoi. Enfin, en gros, on est à l'exascale sur les ordinateurs classiques. On sera jamais au pétascale, je pense, avec un ordinateur classique. Il y a une limite, et toute l'industrie s'est dit... Mais qu'est-ce qu'on fait ? Et on a pensé, tiens, c'est génial, calcul parallèle, plutôt que de faire beaucoup de calculs, un Frontier, ça fait 2 puissance 18 flops. Si j'ai un registre quantique de 18 qubits, je peux faire 2 puissance 18 opérations simultanément. Alors, c'est caricatural, mais c'est un peu ça qui a fait qu'on a pensé ordinateur quantique tolérant aux fautes. Alors, qu'est-ce que ça fait vraiment ? Parce que là, quand je dis ça comme ça, on laisse penser que l'accélération de tous les algorithmes quantiques qui tournent sur FTQC, c'est de l'accélération exponentielle. Non. Il y a plein de théorèmes qui montrent que... Alors, faut que vous rentriez dans la complexité des problèmes, PNP, BQP, bref, ces sujets-là, Étienne, il vous fera un cours quand vous voudrez. Mais donc, on sait faire Shor avec une accélération exponentielle. On sait faire les problèmes à N-core, donc tout ce qui est chimie, matériaux, la supraconductivité à température ambiante, c'est un problème de matériaux. Peut-être que l'ordinateur quantique tolérant aux fautes le permettra de le trouver. Donc vous voyez des enjeux importants pour la planète, donc problème N-core, les problèmes de tri dans des espaces non structurés, c'est l'algorithme de Grover. Et puis on fait de l'optimisation combinatoire. Mais
c'est plutôt de l'accélération polynomiale et c'est pas toujours prouvé que ça marche. Et j'en dis un petit mot quand même, il y a des algorithmes, j'allais dire inutiles, pardon d'utiliser ce mot-là, je ne sais pas comment le qualifier, mais je pense à Dodge, Josa ou Simons. C'est des algorithmes qui vont aider à démontrer qu'un ordinateur quantique y est effectivement capable de suprématie. Mais le problème qu'ils résolvent, il sert strictement à rien pour les sociétés ou l'industrie. Donc 4 grands types de problèmes. Et quand on raisonne comme ça, donc vous voyez, c'est déjà limité. Il faut bien les qualifier parce que la profondeur des circuits quantiques qu'il faut créer n'est pas la même. Donc c'est plus ou moins consommateur de temps, c'est plus ou moins consommateur de qubits. Et il y a d'autres technos qui avancent. Et ici, on est chez Xavier Vintal, je peux en dire un mot. Donc un des papes des réseaux de tenseurs, les réseaux de tenseurs, ils progressent et ils permettent de faire de façon très efficace sur des ordinateurs classiques, en particulier sur les problèmes à n-core, quand c'est pas trop compliqué, d'apporter des solutions. Ça veut dire que l'ordinateur quantique est une perspective, dope aussi les ordinateurs classiques, par une sorte de concurrence. Et concurrence et collaboration, parce que pour faire, donc oui, on parle beaucoup d'IA et d'IA quantique. Là aussi, on se fait complètement enfumer quand on parle d'IA quantique. Vous aurez compris que l'IA, ça consomme des milliards et des milliards de données. Et vous avez compris, si vous m'avez suivi sur mon registre quantique, que ça me coûte une blinde de mettre n qubits dans une forme donnée pour encoder, je sais pas, un mot de 50 lettres. Donc, par contre, un ordinateur quantique, ça peut faire de calcul matriciel, de l'inversion de matrice, de la diagonalisation de matrice très très vite. Enfin, c'est de l'algèbre, hein. Donc c'est fait pour ça, c'est né dans l'algèbre, hein. C'est ce que tu as dit sur von Neumann et Dirac. Mais il y a plein de choses que ça ne sait pas faire. Et on a besoin du calcul classique pour gérer mes corrections d'erreurs. Parce qu'un ordinateur quantique, ça gère et ça analyse en permanence tout un tas de syndromes de ce qui arrive à chacun de mes qubits. Et un ordinateur, je ne l'ai pas dit, mais l'ordre de grandeur d'un ordinateur FTQC, fault tolérante, c'est 8 à 10 000 qubits logiques. Et peut-être tu vas expliquer ce que c'est qu'un qubit logique. Et un qubit logique, c'est 1000 à 10 000 qubits physiques. Donc vous voyez comment il faut empiler les choses. Donc c'est... Voilà, alors pourquoi c'est différent un qubit logique et un qubit physique? Parce que pour faire de la correction d'erreur, au lieu d'encoder l'information sur un seul qubit 0 et 1, on encode l'information sur des dizaines, des centaines, des milliers de qubits. On fait 0000, 0001, voilà, vous faites toute la combinatoire des 0 et des 1, ça vous fait votre encodage. Et en plus, il faut rajouter des qubits auxiliaires, on parle des ancillas, qui viennent mesurer les syndromes et qui permettent de faire de la correction. Alors j'espère que je vous gâche pas le boulot avec ça. On n'a plus beaucoup de temps et qu'il faut que le public puisse poser une ou deux questions. Moi j'en avais une dernière puisque le thème de ces Tech and Fest c'est la souveraineté. Est-ce que la France, disons l'Europe, sont bien placés dans cette quête-là, ou est-ce que, comme on l'entend dire parfois, on a une petite longueur de retard? Bon, ouais, encore une fois, c'est une super question. Longueur de retard, moi j'essaie de faire partie des gens qui analysent la situation de façon optimiste. On a une chance incroyable avec des réseaux de recherche en France, et tu l'illustres bien, avec le CEA, le CNRS, l'INRIA, qui sont, et plus tous les labos qui sont associés, qui ont donné 3 prix Nobel sur le sujet, à Roche, Devoret, Aspect. On a 6 startups du quantique, plus WeLink qui fait les liens, tout ce qui est communication quantique. On a une de ces startups qui a été repérée par la DARPA. C'est la seule startup européenne qui a été repérée par la DARPA dans la même compétition que celle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc voilà, c'est extraordinaire. Maintenant, c'est la France. Tous les autres pays d'Europe, ils ont la même chose. Ils ont moins de capacité dans toutes les directions. Nous, on couvre tous les domaines. Ce qui est la preuve de la santé, de la richesse du quantique en France. On couvre tous les domaines, mais on a les moyens qu'on a. C'est pour ça que j'ai mentionné les 20 milliards d'IonQ, parce que les capitalisations des startups qu'on a aujourd'hui, vous avez vu les levées de fonds, on est plutôt du côté de 100 à 150 millions que du côté de 20 milliards. Et ça change tout, évidemment. Donc l'enjeu de souveraineté, c'est pas qu'un enjeu de guerre cyber
ou de combat. C'est aussi un enjeu financier, c'est un enjeu de compétences, parce que vous l'avez compris, quand on parle de mécanique quantique, il faut adresser tous les sujets à la fois. Il faut faire de l'informatique, il faut faire de l'ingénierie dans des domaines très très divers. Il faut comprendre beaucoup de techno, les lasers, les micro-ondes, l'électromagnétique. Donc il faut rassembler dans des espaces restreints une quantité phénoménale de compétences, et il faut que ce soit des compétences de très haut niveau. C'est pas des masters qu'il nous faut, c'est des postdocs, et des postdocs super qualifiés. Et puis il faudra en avoir pour faire de l'algorithmique, parce qu'il y a un sujet sur lequel effectivement on est un peu en retard, c'est la production d'algorithmes. C'est pas un sujet qui est, malgré Frédéric Magnier, Maziar Mezrahi, qui sont des sommités françaises dans ces sujets-là, voilà, la communauté, il faut qu'elle s'enrichisse un petit peu. Donc, souveraineté financière, souveraineté industrielle, est-ce qu'il faut faire de l'intégration verticale ou est-ce qu'il faut organiser les coopérations? Et puis, organisation de la souveraineté européenne, parce que c'est génial d'avoir plein de start-up dans chacun des pays, mais à un moment donné, il faudra organiser la coopération entre ces start-up. Donc, comment est-ce qu'on va faire? Et ça, c'est un sacré sujet de la construction européenne. On a l'Airbus qui est un super exemple. C'est ça qu'il faudra reproduire. Est-ce que c'est le moment de le faire? Mais il faudra y penser un de ces jours. Et juste en conclusion, Étienne, avant, s'il y a des questions, bien sûr, on y répondra, mais j'ai parlé de la communauté. Je veux ici la remercier parce que Étienne l'illustrait très bien, mais les chercheurs de la communauté scientifique française, ils ont une générosité incroyable. Ils partagent avec la communauté, ils ont partagé avec nous l'Académie des technologies tout ce qu'ils savaient. Et ça, moi, je leur en sais gré. C'est un bien précieux et voilà, j'espère qu'on sera capable de continuer de le faire. Le rapport de l'Académie des technologies aura une version 2. Alors, je ne peux pas m'engager ici, mais on espère la produire pour la fin 2026. Voilà. Merci Thierry, je pense qu'on a quelques minutes pour répondre à des questions du public. Je ne sais pas trop comment ça se passe, il y a des micros. Oui, il y a un micro là. Oui, bonjour. Alors moi j'ai une question, j'ai bien compris qu'il n'existait pas encore d'ordinateur quantique qui fonctionne réellement. Pourtant il y a des boîtes qui prétendent qu'ils en vendent depuis des années. Et alors ma question c'est, est-ce que ces machines font réellement quelque chose et pourquoi il y a des gens qui les achètent? Oui, non mais la réponse c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des machines quantiques, mais tolérantes aux fautes, il n'y en a pas. Il y a des machines qui font D-Wave, que vous connaissez. D-Wave, c'est une boîte américaine. Et Jeff Bezos, Amazon, a investi là-dedans en 2014 ou 2015. Ils font ce qu'on appelle du recuit simulé. Ils font, c'est une équation de coût et ils le font tourner sur un système quantique qu'on refroidit doucement, on sélectionne un état de l'hamiltonien et puis on le réintroduit, etc. C'est ça qu'on fait. On fait de la simulation quantique. Il y a des systèmes qui encodent, qui modélisent un problème de physique ou de chimie dans un système simulé. Alors, il peut tourner éventuellement sur du classique, mais le fondement, c'est du quantique. Et puis, on a les ordinateurs bruités. Donc oui, Candela a donné à un ordinateur photonique qui est, je pense, au CEA ou je ne sais pas où. Oui, Pascal a un ordinateur qui est chez OVH et qui est accessible pour faire des algorithmes quantiques, mais c'est un ordinateur bruité. Ça veut dire Pardon. Vous n'êtes pas capable de faire tourner beaucoup de portes. Les algorithmes qu'on fait tourner, ils se limitent à entre 1000 et 10 000 portes au maximum. Alors que Shor, il faut 10 puissance 14 portes. Pour faire Navier-Stokes, des écoulements de fluide, il faut 10 puissance 20 portes. Donc, et ça, il faut du FTQC. Voilà, donc c'est ça la différence. Il faut penser que les ordres de grandeur, la profondeur du code quantique qu'on fait tourner, on peut en faire tourner une partie sur des ordinateurs quantiques bruités, à porte. Mais pour ce qui est des grands problèmes de ce monde, ceux que j'évoque, supraconductivité, modélisation de la matière, chimie, analyse combinatoire, si on veut des résultats précis, utiles, il faut du FTQC. Et là, il n'y en a pas. Petite question plutôt technique du coup. Quel rôle joue l'électronique classique
au sein d'un ordinateur quantique tel qu'il existe aujourd'hui? L'ordinateur classique pour le FTQC, il est fondamental. On en a besoin en permanence. Alors j'évoquais la correction d'erreurs, par exemple. Pour la correction d'erreurs, l'exemple qu'on prend souvent, c'est les codes de surface. Donc on vient poser les qubits et on entoure les qubits avec d'autres qubits qui permettent de mesurer, de faire des tests de parité. C'est-à-dire que je regarde le nombre de 0 et de 1 que j'ai sans détruire l'information qu'il y a dans mon qubit de données. Et vous faites ça sur des milliers de qubits, des milliards de fois par seconde. Il faut une informatique surpuissante derrière pour enregistrer les syndromes, les traduire en c'est tel bit qui a fait telle erreur, une erreur de phase ou une erreur d'amplitude. Bon, donc, à la limite même c'est du HPC. Le HPC est directement relié à la capacité à fabriquer à terme un ordinateur quantique tolérant aux fautes. On ne fait ici d'arrêter. Merci à vous pour votre attention. J'espère qu'on a été clair, mais je crois que oui. Merci beaucoup. Merci.